Je la regardais, attendant qu'elle comprenne la portée de ce qu'elle venait de dire. Les bras croisés, le menton légèrement relevé, elle semblait penser que son ultimatum allait me faire plier, fais ce que je veux, ou oublie toute forme d'intimité. Ce n'étaient pas les mots en eux-mêmes qui me frappaient, mais sa conviction qu'il fonctionnerait, que j'allais céder, supplier, ou du moins m'efforcer de prouver que j'étais digne de son affection. À cet instant, tout s'est éclairci. Ce n'était pas une dispute passagère, ni une simple escalade de désaccord. C'était un schéma, un cycle de contrôle déguisé en conflit conjugal ordinaire, dans lequel je m'étais trop longtemps laissé entraîner. J'ai ri, un rire sincère, presque amusé, comme lorsqu'une situation est si absurde qu'elle en devient irréelle. Ses yeux se sont écarquillés une seconde, déstabilisés, avant qu'elle ne reprenne son air renfrogné. « Qu'est-ce qui te fait rire » a-t-elle lâché, agacée. Je me suis adossé à ma chaise, laissant s'éteindre les dernières traces de mon amusement avant de croiser son regard. « Parfait. Garde ça pour toujours » ai-je répondu calmement. Silence. Elle a cligné des yeux, comme si elle attendait que je me rétracte, que je dise que je ne le pensais pas, que j'étais juste en colère. Mais je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas blessé. J'étais simplement, fini. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone sur la table et je suis sorti de la pièce. Pas de cris, pas de départ théâtral, juste une sortie discrète et déterminée. Pour la première fois dans notre relation, je n'ai pas ressenti le besoin de me justifier. Je ne me souciais plus de la convaincre ou de lui prouver qu'elle avait tort. Qu'elle reste avec ça. Qu'elle comprenne que, cette fois, ces tactiques ne marcheraient pas. Je suis allé dans la chambre, j'ai pris un oreiller et une couverture, puis je me suis installé dans la chambre d'amis sans un mot. Pas de claquement de porte, pas de remarques passives-agressives, juste de l'espace. Elle ne m'a pas suivi tout de suite. Elle a dû penser que j'avais besoin de temps pour me calmer, que dans une heure ou deux, je reviendrai, je m'excuserai et j'essaierai d'arranger les choses. Peut-être pensait-elle que je proposerais un compromis pour regagner l'intimité qu'elle me refusait. Mais elle n'avait plus rien que je désirais. Je me suis allongé dans le lit d'amis, fixant le plafond, laissant la réalité s'installer. Je n'avais pas peur de la perdre. J'étais soulagé. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas de tension dans la poitrine, pas de poids dans l'estomac, pas de pression pour réparer ce qu'elle avait brisé. Quand je suis entré dans la cuisine, elle était déjà là, assise à la table, les bras croisés, son expression pleine d'attente, comme si elle attendait que j'évoque la veille. J'ai versé une tasse de café et me suis assis en face d'elle, totalement impassible. Elle s'est raclé la gorge. « Alors, tu as fini de faire l'enfant ?» J'ai pris une gorgée de café, laissant ces mots flotter dans l'air, puis j'ai souri. « Oui, en fait, c'est le cas. » Ses yeux se sont légèrement plissés, ne comprenant pas. Elle attendait l'argument, la supplication, la négociation. Rien de tout cela n'est venu. À la place, j'ai fini mon café, je me suis levé et je suis parti. Ce fut la première fissure dans sa confiance, le premier moment où elle a réalisé que quelque chose avait changé. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le début de la fin. Elle ne savait pas quoi faire du silence. Pendant des années, chaque dispute suivait le même scénario, elle poussait, je résistais, elle montait en puissance, et je finissais par céder, soit en m'excusant pour mettre fin à la dispute, soit en lui donnant ce qu'elle voulait pour éviter un conflit prolongé. Mais cette fois, je ne lui ai rien donné. Pas de réaction, pas de colère, pas de tentative désespérée pour réparer. J'ai simplement cessé de m'engager. Je vivais ma journée comme si rien ne s'était passé. Je quittais la maison sans expliquer où j'allais. Je revenais sans la chercher. Je ne parlais que lorsque c'était nécessaire, et même alors, mes mots étaient brefs, neutres, sans émotion. Et ça, elle détestait. Au début, elle faisait semblant de s'en ficher. Elle levait les yeux au ciel quand je passais devant elle sans un mot, ricanait face à mes remarques passives-agressives qu'elle lançait. Mais après quelques jours, la façade a commencé à se fissurer. Le premier vrai signe de panique est apparu lorsqu'elle a essayé de me tester. J'étais dans le salon, sur mon téléphone, quand elle est entrée et s'est assise sur le canapé en face de moi. Elle n'a pas parlé tout de suite, attendant que je la remarque. Comme je ne le faisais pas, elle a soupiré bruyamment. Alors, c'est comme ça maintenant. Je n'ai même pas levé les yeux. De quoi tu parles, ai-je demandé, d'un ton neutre. Toi, cette histoire de m'ignorer. Tu trouves ça normal?
J'ai enfin levé les yeux vers elle. Je ne t'ignore pas, ah vraiment? Parce qu'on dirait bien. J'ai haussé les épaules. Je suis juste fatigué de gaspiller mon énergie dans des conversations inutiles. Sa mâchoire s'est crispée. Oh, je vois. Parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais, tu fais un caprice maintenant? J'ai ri, un vrai rire. Un caprice? J'étais plus calme que jamais. Le vrai changement s'est produit plus tard ce soir-là. Elle se tenait près de l'évier après le dîner, attendant que je dise quelque chose. Je sentais sa tension, son désespoir grandissant. Normalement, c'était le moment où je craquais, où j'essayais de réparer les dégâts et de prétendre que tout pouvait revenir à la normale. Au lieu de cela, j'ai pris mon verre d'eau, j'en ai bu une gorgée et je suis sorti de la cuisine sans un mot. Ce fut le moment où elle a enfin compris qu'elle n'avait plus le contrôle. Le silence entre nous est devenu la norme. Ce n'était plus une simple pause dans la conversation, mais un changement complet dans ma façon d'aborder ma vie. Je n'avais plus rien à lui dire, plus rien pour quoi me battre. Pour la première fois depuis des années, j'avais quelqu'un d'autre sur qui me concentrer, moi-même. Je n'ai pas fait de grandes déclarations. Je ne l'ai pas assise pour lui dire « je change ma vie maintenant ». Non, j'ai simplement commencé à vivre différemment, sans sa permission, sans sa validation, sans la moindre hésitation. La première chose que j'ai faite a été de régler mon sommeil. Trop longtemps, j'avais été pris dans un cycle de nuits agitées, à ressasser les disputes, à anticiper le prochain conflit inévitable. Mais maintenant, je me couchais tôt dans mon propre espace et je me réveillais l'esprit clair. Ensuite, j'ai commencé à aller à la salle de sport. Je me suis inscrit dans une salle près de chez moi, à Montmartre, rien d'extravagant, juste un endroit où je pouvais soulever des poids, transpirer et me reconstruire de l'intérieur. La première semaine a été dure, mon corps me faisait mal comme jamais, mais j'accueillais cette douleur. Chaque muscle endolori me rappelait que je progressais, que je reprenais le contrôle d'une manière qu'elle ne pouvait pas manipuler. Elle l'a remarqué, bien sûr. Je sentais son regard lorsque je rentrais d'une séance, trempé de sueur, la respiration encore lourde. Au début, elle faisait semblant de s'en moquer, mais elle était toujours là, dans l'ombre, ses yeux se posant sur moi dès que je prenais mon sac de sport ou buvais un shake protéiné. J'ai aussi commencé à mieux m'habiller. Pas pour elle, pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. J'ai jeté les vieux vêtements que j'avais gardés trop longtemps et les ai remplacés par des pièces qui me faisaient me sentir bien. J'ai même pris rendez-vous chez un bon coiffeur à Saint-Germain, pas juste une coupe rapide comme avant. Quand je me regardais dans le miroir, je commençais à me reconnaître à nouveau. Puis j'ai recommencé à sortir. Au début, c'était de petites choses, prendre un café seul dans un bistrot du Marais, me promener le long de la Seine, renouer avec des amis que j'avais perdus de vue au fil des années. Mais petit à petit, j'ai recommencé à vivre. J'acceptais des invitations que j'aurais refusées avant, j'allais dans des bars à vin, je rencontrais de nouvelles personnes. Chaque fois que je franchissais la porte, je me sentais un peu plus libre. Plus je me concentrais sur moi, moins elle occupait de place dans ma tête. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé à paniquer. Elle perdait son emprise sur moi, et elle le savait. Au début, elle a fait semblant que rien n'avait changé. Elle jouait l'indifférence, levant les yeux au ciel quand je sortais, lançant des remarques acerbes sur ma routine sportive ou ricanant quand je passais devant elle dans une tenue soignée. Mais je voyais les fissures dans sa confiance, un peu plus grandes chaque fois qu'elle réalisait que je ne réagissais pas. Puis, le changement s'est amorcé. Ça a commencé doucement. Une nuit, en passant près d'elle pour prendre quelque chose dans la cuisine, elle m'a frôlé, par accident, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des semaines. Quelques jours plus tard, elle s'est attardée à la porte de ma chambre, plus la nôtre appuyée contre le chambranle, comme si elle avait quelque chose à dire. Mais elle n'a rien dit. Elle attendait que je l'invite à entrer. Je ne l'ai pas fait. Puis elle a intensifié ses efforts. Un matin, alors que je me préparais pour aller à la salle, elle a pris la parole d'un ton presque doux, « Tu passes beaucoup de temps dehors ces jours-ci. » J'ai fini de lasser mes chaussures, pris mon sac et les regardé. Ouais. Elle a hésité. Tu fais quoi, au juste? J'ai souri. Je vis. Ça l'a touchée, je l'ai vu dans la façon dont ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait répliquer mais n'avait pas les mots. Ce n'était pas censé se passer comme ça. C'était elle qui devait avoir le contrôle, elle qui devait me rendre désespéré pour son attention, pas l'inverse. Mais maintenant, c'était elle qui me regardait sortir, se demandant où j'allais,
ce que je faisais, et surtout, avec qui. Le pouvoir qu'elle avait sur moi. Il était fini. Elle a essayé de me récupérer de la seule manière qu'elle connaissait. Une nuit, j'étais dans la cuisine quand elle s'est appuyée contre le plan de travail à côté de moi, ses doigts tapotant la surface, trop désinvolte, trop forcée. Tu sais, a-t-elle commencé, sa voix teintée d'une pointe de désespoir, on n'a pas besoin de continuer comme ça. Les choses n'ont pas à être comme ça entre nous. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence planer. Elle s'est rapprochée. Tu me manques. C'était nouveau. J'ai légèrement tourné la tête, croisant son regard. Tu me manques, ai-je répété, comme si le concept m'était étranger. Elle a hoché la tête, laissant ses doigts effleurer mon bras. La même femme qui utilisait l'intimité comme une arme me l'offrait maintenant gratuitement. J'ai laissé son contact s'attarder une seconde, puis j'ai doucement retiré mon bras, pris mon verre d'eau et quitté la pièce. Ce fut le moment où elle a compris qu'elle avait perdu. Mais elle n'a pas abandonné facilement. Après que j'ai repoussé son contact ce soir-là, quelque chose en elle a changé. L'indifférence feinte du début a disparu. Elle était maintenant en mode contrôle des dégâts. Elle a essayé plus fort. Au début, c'était subtil, elle traînait près de moi, faisant comme si elle se trouvait par hasard dans la même pièce, s'asseyait plus près de moi sur le canapé, posait des questions banales en prétendant s'intéresser à ma journée, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Comme je ne mordais pas à l'hameçon, elle a intensifié ses efforts. Un soir, alors que je me préparais à sortir, elle s'est appuyée contre la porte de ma chambre et m'a regardé mettre ma montre. « Tu sors encore ?» Je n'ai pas levé les yeux. « Ouais. » « Avec qui ?» J'ai souri en ajustant mes manches. « Ça a de l'importance ?» Ça l'a touchée, je l'ai vu. Elle a dégluti, ses doigts se crispant sur le bord du chambranle. Je trouve juste ça bizarre. Tu ne sortais jamais autant avant. Je me suis tourné vers elle, l'expression neutre. Ouais, je ne faisais pas grand-chose avant. Elle m'a fixé longuement, attendant que je dise autre chose, quelque chose qui lui donnerait de l'espoir, qui montrerait que je n'étais pas vraiment en train de m'éloigner. Mais je n'ai rien dit. J'ai pris mes clés, je suis passé devant elle et je suis parti sans un mot. Le contrôle qu'elle avait sur moi était mort. Elle a dû réaliser, quelque part au fond d'elle, qu'elle m'avait perdu. Mais au lieu d'accepter, elle a tenté une dernière carte désespérée, la culpabilité. Quelques jours plus tard, je suis rentré à la maison et l'ai trouvée assise à la table, fixant ses mains, m'attendant. J'ai failli passer sans m'arrêter, mais elle a parlé. On peut discuter ? J'ai soupiré. Je savais ce que c'était, mais je me suis assis, posant mes mains sur la table. Vas-y. Elle a hésité, puis a laissé échapper un souffle tremblant. Je ne sais pas ce qui se passe entre nous. J'ai haussé un sourcil. Vraiment ? Elle a ignoré mon ton. Je ne veux plus me battre. J'ai incliné la tête. Ce n'est pas une bataille. C'est juste la réalité qui te rattrape. Ses yeux ont vacillé, une lueur de panique. Ça n'a pas à être comme ça. On peut arranger les choses. Je sais que je n'ai pas été parfaite, mais... Arrête. Elle a tressailli, pas parce que j'avais haussé la voix, je ne l'avais pas fait, mais parce que je ne suivais pas le scénario qu'elle avait répété dans sa tête. J'ai expiré lentement, m'adossant à ma chaise. Tu veux la vérité ? Elle a hoché la tête, s'accrochant à la dernière chance de renverser la situation. Je ne veux plus de ça. Silence. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle allait protester, mais aucun mot n'est sorti. J'ai continué, d'un ton calme. Je ne te déteste pas. Je n'ai même pas assez d'énergie pour être en colère. Mais je te vois pour ce que tu es maintenant, et j'en ai fini de prétendre que ce mariage est autre chose qu'une cage dans laquelle je me suis laissé enfermer trop longtemps. Son souffle s'est coupé. Alors c'est tout ? Tu abandonnes ? J'ai secoué la tête. Non. Je choisis enfin moi. Puis je me suis levé, j'ai pris mon téléphone sur le plan de travail et j'ai composé un numéro. Quand elle m'a entendu dire « Je voudrais prendre rendez-vous avec un avocat pour un divorce », elle a craqué. Mais à ce moment-là, ce n'était plus mon problème. Elle a pleuré, elle a supplié, elle a tout essayé pour me faire changer d'avis. Mais il était trop tard. Une fois le processus de divorce enclenché, elle oscillait entre deux extrêmes. Certains jours, elle était furieuse,
lançant des accusations comme si cela pouvait inverser la situation. D'autres jours, elle jouait la victime, agissant comme si c'était elle qui était abandonnée. Rien de tout cela n'a fonctionné. Je n'avais plus rien à lui donner. Le meilleur? Je ne me sentais pas coupable, pas même une seconde. L'ancien moi aurait agonisé, se serait demandé s'il y avait quelque chose à sauver. Mais maintenant, je ne ressentais que du soulagement. J'ai déménagé avant que les papiers ne soient finalisés, empaquetant mes affaires en silence pendant qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, à regarder. Ce n'est pas juste, a-t-elle murmuré. Tu t'en vas comme si je ne représentais rien pour toi. J'ai fermé ma valise et me suis tourné vers elle, l'expression neutre. Non, je m'en vais parce que j'ai enfin réalisé que je ne représentais rien pour toi. Elle a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé répondre. J'ai pris mon sac, je suis passé devant elle et j'ai quitté cette maison, notre maison pour de bon. La vie après elle? Bien meilleure que je n'aurais pu l'imaginer. J'ai pris un appartement à Belleville, un espace qui était enfin à moi. Pas de tension, pas de manipulation, pas de marche sur des œufs. Juste la paix. J'ai continué à m'entraîner, à m'habiller mieux, à dire oui à de nouvelles expériences. J'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai eu des rendez-vous pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que je le pouvais. Et j'ai prospéré. Pendant ce temps, elle ne s'en sortait pas. Des connaissances communes m'ont dit qu'elle gérait mal le divorce. Elle s'efforçait d'agir comme si tout allait bien, mais tout le monde voyait qu'elle sombrait. Elle avait passé tellement de temps à me contrôler qu'elle n'avait jamais envisagé ce qui se passerait quand je serais parti. Et maintenant, c'était elle qui se noyait dans les regrets. Je n'ai jamais regardé en arrière. Pas une seule fois. Je n'avais pas besoin de vengeance, pas besoin qu'elle souffre, je m'en fichais même de ce qu'elle faisait. Parce que j'étais libre. Et ça, c'était tout ce qui comptait.